Je ne dirais pas que la justice s'acharne. La justice dans son ensemble, ce serait trop général pour être quelque chose de concret. En revanche, d'une part, le procureur concerné n'a jamais caché sa volonté de s'attaquer à M. Trump. Et d'autre part, il est engagé politiquement, le procureur. Il est affiché démocrate. Et puis vous savez que vous êtes élu dans ces postes-là, comme dans tout un tas de postes aux États-Unis, pour lesquels d'ailleurs il y a assez peu de participation. Donc forcément, il y a un positionnement politique, ou en tout cas un profil politique qui est établi. Si on regarde sur le plan strictement judiciaire, Donald Trump donc, est mis en accusation dans un dossier lié à un versement de $130 000 effectué à Stormy Daniels, qui est une actrice X. C'était en 2016. Ce que nient tous les deux d'ailleurs. Les chefs d'inculpation, eux, ne sont pas encore tous connus dans le détail. C'est difficile de les connaître parce qu'on parle d'une trentaine de chefs d'accusation. Donc ça fait beaucoup de choses. La clé... c'est deux choses, parce qu'il y a la loi fédérale et puis il y a la loi évidemment de l'État dans lequel vous êtes jugé, en l'occurrence l'État de New York. Donc pour ça, il y a surtout une question de falsification de compte, on va dire. Voilà. Donc ça c'est une offense, comme on dit en américain, c'est une violation de la loi qui n'est pas non plus majeure. Une irrégularité, ça n'est pas non plus majeur. Mais c'est pour ça que les arguties juridiques vont être très importantes, parce que pour les chefs d'accusation dont vous parlez, parce que la question est de savoir si ça s'arrête là, ou bien si derrière cela, compte tenu de la nature du paiement et du contexte dans lequel elle s'inscrit, il y avait volonté de nuire, si je puis dire, au processus électoral, puisque ça veut dire que ces $130 000 dont vous parlez ont été intégrés, c'est la bêtise, dans les comptes de campagne, mais sans transparence, c'est-à-dire que ça a été maquillé dans les comptes de campagne. Alors là, du coup, vous passez à l'échelle de la loi fédérale sur la loi électorale, d'où les cris d'orfraie, ici et là, sur la menace, sur la démocratie. C'est un peu exagéré quand même, mais la toile de fond, c'est aussi la personnalité de M. Trump et Trump Organisation, son entreprise, où on sait bien que ça n'est pas un modèle de vertu comptable. C'est la première fois qu'un ancien président des États-Unis est inculpé après son mandat. C'est la première fois, et c'est sur le fond, on passe du judiciaire au politique, et l'enjeu de fond, en réalité, c'est son avenir politique qui est en jeu dans une affaire pareille, même si il y a peu à penser. Alors on ne peut pas deviner ce qui va se passer, la décision du juge n'appartient qu'à lui, mais il y a peu à penser qu'il termine en prison. Chris Cross, que je salue, nous dit « Pour moi, Trump va sortir renforcé de cette chasse aux sorcières de la part de l'État profond. » La question, effectivement, à laquelle vous commencer à répondre, qui se pose, en tous les cas que beaucoup de gens se posent, c'est est-ce qu'il va devoir subir le walk of shame, les flashs qui crépitent devant un Trump qui sera entouré de policiers avec des menottes aux poignets? Semble-t-il pas. Ça ferait de lui une victime, et il est très fort évidemment pour retourner les situations en sa faveur, mais puisque je parle de retournement, je vous dirais que quelle que soit l'issue, je ne serai pas aussi direct sur le fait que ça lui bénéficie tant que ça, parce que vous avez bien vu lors des élections de midterms qui ont été perdues par lui et par les candidats qu'il a soutenus, et plutôt très très bien remportés d'ailleurs, c'est assez historique, on n'a pas assez dit pour Joe Biden, tous les caciques du Parti républicain, jeunes ou plus anciens, ont exprimé le désir de tourner la page. Là, comme les sondages montrent, devant l'effet de zoom de cette affaire et cette dimension qui n'est pas totalement fausse, de chasse aux sorcières, de chasse à Trump, on peut dire qu'il ne l'a pas volé, voilà, pour mitiger les choses. Mais enfin, néanmoins, il y a quand même une course-poursuite derrière lui. Vous voyez bien que ça ragaillardit sa base électorale. Donc, du coup, les caciques en question sont neutres. Mais au moindre glissement de terrain, on verra évidemment les suites de cette affaire, vous pouvez être certain que s'ils ont l'occasion de tourner la page Trump, ils la tourneront. C'est tout l'enjeu pour Donald Trump. Où en est sa popularité aujourd'hui, et en particulier depuis l'échec des midterms? Sa base est solide, mais c'est une base qui, si elle est confortable, reste quand même étroite et de mon point de vue ne peut
paraît pas suffisante pour remporter une élection dans 2 ans, nonobstant évidemment le fait que c'est dans 2 ans, donc il peut se passer quand même beaucoup de choses. Enfin, c'est l'année prochaine, mais comme on est au début de l'année, ça fait quand même à peu près 1 an et demi jusqu'à l'investiture des candidats, sachant que de l'autre côté, côté démocrate, pour l'instant, c'est plutôt M. Biden qui s'annonce, mais ça dépendra quand même de son état de santé. Et je pense qu'in fine, si son état de santé se maintient, Biden devrait plutôt l'emporter face à Donald Trump, qui est beaucoup moins polarisant que Donald Trump. Il est le président en exercice, il y a toujours un bonus au sortant. Et encore une fois, je vous le répète, même si sa base est solide, elle ne permettra pas de toucher les catégories qui sont celles qui n'ont pas de vote systématique, on va dire, bleu ou rouge, démocrate ou républicain, sans compter la force d'autres candidats désireux d'être investis. On parle beaucoup du gouverneur de Floride. Ron DeSantis. Oui. Donald Trump parle de persécution politique, mais c'est pas la première fois qu'il prend ce genre de position. C'est sa posture préférée? Oui, c'est quelqu'un qui... il a un caractère très, très singulier. On ne va pas revenir sur sa personnalité. Mais de toute façon, c'est de bonne... Moi, je m'en suis déjà lassé il y a longtemps, mais parce que je pense que malheureusement, il a pris de bonnes orientations qui étaient les orientations de sens commun et de coups de pied dans la fourmilière, notamment vis-à-vis de la Chine. Vous voyez que tout le monde a suivi. Du jour au lendemain, il y a eu un retournement. C'est un petit peu le signal que l'on attendait. Donc, c'était une bonne politique, mais qui a été particulièrement mal exécutée. Pourquoi? Parce que ce n'est pas du tout un homme d'État. Ce n'est même pas un homme politique. C'est un caractère surgi de ses propres horizons à lui qui a envahi l'espace et qui est très fort pour ça. C'est un homme de télévision, c'est un homme de médias et d'apparence, mais ça n'est pas un travailleur ni un stratège. Et donc malheureusement, les mesures qu'il a prises, par exemple sur ce gros sujet de la Chine, ont été mauvaises, même si certaines ont été poursuivies par l'administration actuelle, puisque forcément c'était sans pleurs, si je puis dire. Les contre-mesures, notamment douanières, étaient déjà en place. Donc ils n'avaient rien à faire, ils n'avaient pas besoin de revenir en arrière. Mais c'est pour ça que je vous dis, c'est quelqu'un qui, comme vous le disiez, occupe beaucoup d'espace, joue la victimisation, mais c'est finalement plus qu'un jeu de rôle, qu'une véritable vision de l'Amérique, même si, une fois de plus, et je le rappelle, je pense que sur son patriotisme économique, il a eu raison sur le fond, malheureusement pas sur l'exécution de sa politique, si on peut parler d'une politique. Chris Cross nous dit encore, je connais bien le droit américain, ça va se terminer au pire en caution à payer. Il va payer cher mais sortir libre. Le système judiciaire américain est un petit peu différent du nôtre. D'abord, vous le disiez, cette inculpation, c'est pas une inculpation nationale, c'est-à-dire c'est pas une inculpation fédérale, c'est une inculpation qui est spécifique à l'État de New York. Oui, avec le fameux procureur, puisque c'est coupé en zone de juridiction, hein, l'État de New York. Évidemment, le district sud de Manhattan est légendairement connu pour être celui qui notamment s'occupe des affaires économiques, qui sont un sujet, on le comprend bien, c'est naturel, particulièrement sensible et important. D'où le fait que c'est ce biais-là, si je puis dire, qui, après l'avoir abandonné d'ailleurs, et après avoir réexaminer toute une enquête qui avait démarré de manière très approfondie, le procureur actuel est revenu sur sa première orientation, qui était de lâcher prise sur ces questions de compte de l'organisation de la campagne et de Trump Organisation et des véhicules entre les deux, pour y revenir et pour l'inculper par là. Alors qu'il y a d'autres faits qu'on pourrait lui reprocher, il faut évidemment qu'il soit étayé d'un point de vue juridique, comme le plus spectaculaire était d'avoir encouragé l'assaut du Capitole, parce que ça aussi c'était historique. Donc là on est par le petit bout de la lorgnette, et c'est pour ça que je vous le répète, et je pense que votre intervenant là a raison, il n'ira pas en prison. En revanche, c'est toute la dimension de l'effet de zoom, et tout ce que cela va pouvoir charrier comme réaction populaire et débat politique. Et là, il est au milieu de la scène, donc il est sous les projecteurs dans son rôle. On a vu Steve Bannon lui-même embastillé. Là, c'était pour des raisons de financement du mur à la frontière avec le Mexique. On voit également aujourd'hui Donald Trump donc menacé par la justice. Est-ce que il n'y a pas un risque justement de développer de donner une raison à ceux qui pensent que Trump est injustement persécuté et que les idées qu'il a portées, les idées qu'il représente ou les idées que représente Bannon sont persécutées plus violemment que celles de leurs adversaires?
Oui, peut-être, parce que sur la toile de fond, vous avez, et c'est le cas dans des pays européens aussi, une pensée dominante, plutôt penchant à gauche dans certaines catégories socio-professionnelles comme les médias et certaines dominants historiques comme CNN par exemple, parce que Fox News c'est beaucoup plus récent. Donc on peut le penser, mais je pense qu'ensuite la justice sera prise en compte, c'est-à-dire qu'en fonction de la violation de la loi commise, il y aura toujours une partie de l'opinion qui ne voudra pas le voir. Ça, c'est la continuation de l'histoire des fake news. C'est-à-dire qu'on ne veut pas croire à certaines choses. On ne croit que ce à quoi on veut croire, au fond, sa propre représentation de la réalité, mais que sur une autre partie, quand même, de l'opinion, même votant républicain, la réalité des choses va s'imposer. Mais ça dépend, encore une fois, de quoi il est accusé et à quoi il est condamné. Et une fois de plus, je pense qu'il y aura beaucoup de bruit pour rien. On l'a dit, donc Trump reste populaire au sein de son électorat, au sein aussi de l'électorat républicain, et toujours candidat à la présidentielle. Cette inculpation pourra in fine changer la donne sur sa candidature? Oui. Elle peut, ça dépend encore une fois quel est le chef d'accusation qui est retenu, quelles sont les conséquences. Encore une fois, il n'a pas besoin d'aller en prison. Quel chef d'accusation pourrait lui faire renoncer à la présidentielle? On ne les connaît pas tout à fait tous. Il doit être annoncé justement. On parle je vous ai dit tout à l'heure, d'une trentaine d'accusations. On se focalise plus particulièrement sur les $130 000 maquillés, et ça c'est quasiment documenté. Et son ancien homme de main, si je puis dire, Michael Cohen, a fait beaucoup de déclarations sur ce sujet, qui ont abondé d'ailleurs l'enquête préliminaire avant l'inculpation. La nature, si je puis dire, des méfaits aura une conséquence là-dessus. Et c'est pour ça que je vous disais au début qu'en fonction de les $130 000 pourraient le conduire à renoncer c'est pas tellement les $130 000, c'est le jugement au fond moral qu'une grande partie de l'opinion pourra, et d'abord dans l'électorat républicain, et ensuite et surtout dans l'establishment républicain, au sein du parti républicain, qui encore une fois n'attendent qu'une occasion, qui est de passer à autre chose. Donc, en fonction du crime, ça donnera des arguments, si vous voulez, à ses adversaires en interne qui pourront se dévoiler, si je puis dire. Est-ce qu'il a encore des soutiens au sein du Parti républicain aujourd'hui? Oui, ça c'est certain. Parmi les caciques du parti? Les caciques, en tous les cas, parmi des élus, et plus particulièrement à la Chambre, a commencé, malgré ses relations tendues et les retournements de ses propres relations avec le Speaker, le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, avec les difficultés qu'il a eu d'ailleurs à être élu à la présidence à ce siège, il a évidemment des soutiens. Vous pensez qu'il pourrait à nouveau gagner la présidentielle? Je suis assez sceptique là-dessus.